Je pense qu'on va commencer. Mesdames et messieurs, chers collègues, je me réjouis de vous retrouver nombreux en cette occasion. Le sujet de cette conférence me tient tout particulièrement à cœur puisqu'il concerne un dossier que je traite en commission culture, le règlement sur la liberté des médias. Journaux, radio, télévision, cinéma et même chaînes YouTube, les moyens de diffusion de l'information sont nombreux, variés et désormais omniprésents. Edmund Burke disait déjà au XVIIIe siècle que les médias étaient le quatrième pouvoir. Alors que leur place n'a cessé de grandir, il est en effet impossible de nier le caractère central qu'ils ont dans nos démocraties modernes, dans la formation de l'opinion publique. En France, les médias sont l'objet de nombreux débats. Nous débattons régulièrement pour savoir s'ils sont assez pluralistes ou neutres, s'ils sont trop dépendants d'influences financières ou étatiques. C'est donc le modèle médiatique qui est au cœur du débat français. Et là-dessus encore, l'Union européenne a décidé d'y mettre son nez, bien qu'elle n'en a pas les compétences. Peu importe pour Ursula von der Leyen, qui a annoncé ce nouvel règlement dans son discours sur l'état de l'Union, les médias ne sont pas libres en Europe, ils font donc agir. Sans jamais les citer, la Hongrie et la Pologne sont évidemment ciblées. Le prétexte est tout trouvé pour s'accaparer encore une compétence. Ces inquiétudes seraient légitimes pour lutter contre les dérives du politiquement correct, de la cancel culture et du wokisme. Mais est-ce qu'on peut vraiment compter sur un règlement européen pour sauver la liberté d'expression et d'information ? C'est pour répondre à toutes ces questions qu'avec Virginie Joron, nous avons souhaité organiser cette conférence. Virginie est particulièrement sensible aux questions des libertés, vous le savez, elle fait pour cela un travail extraordinaire. Avant de donner la parole aux intervenants, elle dira un mot sur le DSA, autre menace pour les Européens venant de la Commission. Pour leurs travaux plus que nécessaires, nous avons invité deux intervenants. Claude Chollet, que je remercie de sa présence, président de l'OGIM, l'Observatoire du journalisme, qui produit des analyses et des portraits de médias et d'acteurs du paysage audiovisuel. Véritable expert des médias, il nous parlera donc de la politique globale de l'Union européenne sur l'information et les médias. Monsieur Ferenc Almasi, que je remercie également de sa présence, journaliste franco-hongrois qui a fondé en 2015 le Visegrad Post, dont il est le rédacteur en chef. 2016, pardon. Tout le mérite du Visegrad Post est de nous offrir une autre version que celle des médias conventionnels veulent bien nous donner sur l'Europe centrale. Il est bien placé pour répondre évidemment aux inquiétudes de la Commission sur la liberté médiatique en Hongrie et en Pologne. Avant de céder la parole à Virginie, je voudrais remercier les traducteurs présents aujourd'hui et dont le travail est indispensable à notre activité parlementaire. Merci beaucoup. Donc Virginie, je te laisse la parole. Merci Catherine, merci beaucoup pour avoir proposé cette conférence parce que c'est un sujet qui est vraiment très important, comme elle l'a souligné. Les libertés sont de plus en plus attaquées et ce sujet autour des médias est très important et je vous remercie d'être aussi nombreux. On l'a vu après la chute du mur de Berlin, après la chute de cette dictature communiste, on ne pensait pas qu'on devrait un jour parler de rendre la liberté aux médias en Europe. Et pour cause, on voit bien que tous les jours dans nos rapports, dans nos dossiers, il y a des atteintes. Alors eux ne le voient pas de cette manière, mais nous allons donner des exemples pour démontrer l'inverse. Alors, on le savait, en France, la plupart des médias officiels ont été hostiles depuis toujours aux partis qui défendent le peuple, aux partis populaires comme le nôtre, le RN. On se souvient du journal Libération qui titre « 30 raisons de ne pas voter Marine Le Pen » le vendredi, juste avant le vote présidentiel en 2022. Ce même journal, le lendemain, samedi, veille de l'élection, appelle à voter contre l'extrême droite alors que toute la campagne est interdite la veille de l'élection. C'est donc ça leur liberté. On se souvient de l'acharnement anti-Trump de CNN, dont on le sait, les médias en général soutiennent clairement les candidats du système sans tenir compte de représenter la diversité des opinions visibles, élection après élection, dans les urnes. La gauche caviar, la gauche cathare, on l'a bien vu ici au sein du Parlement, celle qu'on prend en flagrant délit avec des sacs remplis de billets. Ces Français de l'extérieur, étrangers à la France, sont omniprésents dans les médias. Alors que nos Français de l'intérieur, ces Français du Pas-de-Calais, de Moselle, du Gard, de l'Alsace, on n'entend jamais parler, on ne leur donne jamais la parole. Ce qui est nouveau avec la crise Covid, avec la polémique sur les élections américaines, avec l'affaire du fils de Joe Biden, c'est que nous découvrons que le débat n'est plus permis sur certains sujets.
On nous a ôté la parole. Il y a aussi une chasse aux sorcières encore aujourd'hui. Ils ont confisqué le débat scientifique, le débat médiatique, le débat démocratique. Les tweets sont supprimés. Les vidéos ont été cachées avec des listes noires de mots à ne pas utiliser, de personnes à ne pas inviter. Ces menaces contre François et CNews, à l'inverse, les médias dominants ont repris un narratif unique. Même quand il était faux ou bancal, on le voit encore aujourd'hui. On se souvient de l'étude frauduleuse du Lancet. Combien de temps ça a duré, cette histoire? Pas très longtemps, juste le temps de voir que c'était un faux. Dans ces années folles, masque, pas de masque, n'allez pas seul en forêt, les plages dynamiques, vaccins qui n'immunisent pas vraiment, une dose qui suffit puis qui ne suffit plus, vaccinez-vous vous pourrez voyager. Non, même les vaccinés sont confinés, ont été arrosés d'informations contradictoires. Vous savez tous ce que vous avez vécu, je suis sûre que vous vous rappelez de toutes ces contradictions. C'est le phénomène décrit par le philosophe Hannah Arendt. Selon Hannah Arendt, les régimes totalitaires prennent un pouvoir total sur les individus en les arrosant d'informations contradictoires jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun moyen de savoir où se trouve la vérité. Alors je ne dis pas que la France d'Emmanuel Macron est un régime totalement totalitaire, mais on voit bien que certains ont la tentation de tout contrôler, même les opinions divergentes, même s'il faut rompre tous les tabous, secret médical, interdire à une femme de voir son homme sur son lit de mort, instruire les médecins de renvoyer les malades chez eux et sans traitement ou diagnostic. Alors avant de donner la parole à nos invités, je vais conclure cette introduction sur ce qui se passe à Bruxelles avec un exemple sur le DSA, le Digital Service Act. C'est une législation sur les services numériques. On aurait pu croire que c'était une avancée puisque c'était pour contraindre les GAFAM à respecter nos règles, à nos valeurs et surtout pour continuer à la pleine concurrence entre les différents plateformes numériques. Suite à l'adoption du paquet services numériques en première lecture par le Parlement, donc le 5 juillet 2022, le DSA a été publié donc le 27 octobre 2022. Nous sommes donc en cours de mise en place de ce gros dossier, de cette nouvelle réglementation et qui s'appliquera donc le 17 février 2024. Donc les plateformes en ligne devront publier leur nombre d'utilisateurs actifs au plus tard le 17 février 2023. Si la plateforme ou le moteur de recherche compte plus de 45 millions d'utilisateurs, soit 10% de la population européenne, cette très grande plateforme en ligne ou ces très grands moteurs de recherche en ligne devront également se conformer à toutes les règles du DSA et notamment de donner les raisons de pourquoi le contenu a été retiré ou démonétisé. Un exemple, la France est championne du monde. Les autorités nationales de la France sont les premiers à signaler à Twitter des contenus dits contraires à leur loi. Mais comme on le voit, il n'y a pas de définition de la désinformation, ce qui ouvre le champ à toute censure. Ils devront également aussi s'opposer à la désinformation. C'est tout le sujet aussi ce soir. Je pense que ça va être développé. Qu'est-ce que la désinformation? Comment on la définit? Quels sont les objectifs? Quel outil aujourd'hui est dans les mains de la Commission pour pouvoir dire lutter contre la désinformation? Mais quand elle est mise dans les mains d'autorités qui prônent un discours, un narratif d'une certaine ligne et qui empêchent le débat, on voit bien que la désinformation se retourne et devient finalement le contraire de ce qu'elle aurait dû mettre en place, donc la liberté d'expression et surtout de la liberté d'opinion. Donc la désinformation dans ce dossier est citée 12 fois dans les considérants, mais qu'est-ce qu'une désinformation? C'est ce que je disais. On l'a vu avec l'origine de l'affaire Covid. Et donc, pour la liberté de la presse, le DSA, on voit bien, ne résoudre rien, si ce n'est qu'elle va devoir se conformer à un code de désinformation flou. Et on le voit, je vous donne juste un exemple pour conclure, c'est le fameux complément d'enquête qui a fait donc un documentaire sur Van der Leyen, les contrats et Albert Bourla qui ont fui à nos auditions. Et ce qui est drôle et en même temps dramatique, c'est que c'est une autorité nationale, j'ai envie de dire, puisque c'est un service public France Télévisions qui a publié ce documentaire et qui s'est fait censurer par la plateforme Twitter. Donc on voit bien que d'un côté, les dangers qu'il voulait contenir, la Commission, donc la lutte contre la désinformation, la lutte contre des contenus haineux et aussi des objets, parce que c'est ouvert aussi à la publicité mensongère et la publicité frauduleuse. On voit bien qu'aujourd'hui, ça se retourne aussi contre la liberté d'expression. Donc je vous remercie et je vais laisser la parole à Claude d'être là et de nous donner votre point de vue d'expert puisque nous sommes là pour vous entendre et surtout pour apprendre. En tout cas, je vous remercie.
Bonjour à tous, je suis Claude Cholet, président de l'Observatoire du journalisme, OJIM. Merci à Virginie et à Catherine du groupe ID pour leur invitation. L'objectif de l'Observatoire du journalisme que j'ai créé en 2013, c'est de vous informer sur ceux qui vous informent. En 10 ans, nous avons publié 300 portraits de journalistes, des journalistes français, 35 infographies sur les groupes de médias, plus de 6000 articles, sur les médias au sens large du terme, radio, télévision, presse, réseaux sociaux, et hélas, de plus en plus sur les diverses censures. Nous sommes sous forme numérique, nous sommes entièrement financés par nos lecteurs. Un peu de publicité, vous pouvez nous suivre sur www.ojim.fr et en plus, c'est gratuit. J'essaierai de répondre à la question suivante. Du Digital Services Act au Media Freedom Act, allons-nous vers la création d'un nouveau ministère de l'information à Bruxelles? Remontons un peu en arrière. En décembre 2020, la Commission européenne a présenté le Digital Services Act, alias DSA, 2 grands règlements qui visent officiellement à moderniser la régulation d'Internet. Le premier règlement se concentre sur l'encadrement des plateformes et des réseaux sociaux pour, je cite, pour mieux lutter contre la haine en ligne et la désinformation. On y reviendra, à la haine et la désinformation. L'Union européenne ne veut pas toucher au statut d'hébergeur de cette plateforme. Elle mise sur des obligations, je cite toujours, de transparence des algorithmes et de coopération avec les régulateurs. De quoi s'agit-il? Et c'est là qu'on voit qu'un objectif peut en cacher un autre. Depuis de nombreux mois, l'Union européenne préparait cette loi sur les services numériques. Dans la lignée du RGPD, ce nouveau règlement vise, en théorie, je dis bien en théorie, à s'attaquer aux défis posés par les géants d'Internet, à commencer par les GAFAM. Serait visée, au moins en théorie, la domination des GAFAM sur des pans entiers de l'économie numérique et de là sur l'économie tout court. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'autre objectif, beaucoup plus concret, est de lutter contre la haine et la régulation des réseaux sociaux. Ce dernier objectif, du point de vue de l'UE, est le plus important, du point de vue de la Commission, est le plus important, même si cela n'est pas franchement dit. L'occasion fait le larron. La Commission trouve l'opportunité de limiter l'expression de qui pense autrement que la doxa bruxelloise, en particulier dans le domaine de ce que la Commission appelle la désinformation, soit souvent la simple information ou expression d'opinion libre. Il en va de même au sujet de la haine en ligne, puisque la nature de cette haine correspond exclusivement aux caractéristiques et aux définitions de l'idéologie au pouvoir. En clair, la nouvelle loi vise à combattre ceux que la Commission assimile à ses ennemis. Les plateformes devraient, au moins théoriquement, se voir imposer le devoir de coopérer pour retirer les contenus signalés comme haineux. Selon le commissaire européen au marché intérieur, très actif dans le cadre de la mise en œuvre du DSA, du fait de son second volet, le Digital Market Act, ce qui montre combien les deux aspects sont liés dans l'esprit des membres de la Commission. Je cite, « Dans bien des cas, l'espace numérique est une zone de non-droit. Il s'agit pour l'Europe de reprendre la main sur les plateformes structurantes. Le fil conducteur du DSA est simple. Ce qui est autorisé offline doit être online. Ce qui est interdit offline doit être interdit online. Que l'on parle de contrefaçon, d'antisémitisme, de pédopornographie, de menaces de mort, de vente de drogue, tous les contenus illégaux doivent être retirés. Les contenus haineux, l'amplification de la violence verbale et physique, la désinformation doivent être identifiés comme tels et traités en conséquence. Tout ce qui est interdit dans l'espace public sera aussi interdit dans l'espace online. » Fin de citation. Alors bien des questions pourraient se poser. Ainsi, la désinformation à répétition concernant le Covid-19 issue des rangs du gouvernement français à l'époque du premier confinement entrerait-elle dans le cadre de cette loi? Assurément non, puisqu'il s'agit de désinformation officielle, autrement dit de la propagande idéologique dominante, ayant vocation à incarner une prétendue vérité. Cette dernière, issue de la loi, étant censée structurer le secteur numérique pour les décennies à venir. Examinons concrètement les mesures envisagées. Les réseaux sociaux auront des obligations de moyens.
Les plateformes numériques, notamment Twitter, Facebook, Google, auront une obligation de transparence. Le prétexte de l'assassinat du professeur Samuel Paty, alors ça c'est vraiment intéressant, est mis en avant afin de démontrer la nécessité de lutter contre la haine en ligne. Ce qui est louable, pour peu que la nature de cette haine soit clairement nommée et que la loi n'autorise pas à lutter contre des modes de pensée non haineux. Ce dont il est possible de douter au regard des mésaventures de Renaud Camus, par exemple, quand Amazon tente d'empêcher la vente de ses livres. Pour l'anecdote, alors celle-là est très amusante, vous allez voir. Une partie des sommes recueillies par le fonds Marianne, créé en France après l'assassinat de Samuel Paty par le ministre Marlène Schiappa, se sont retrouvées sur des comptes d'associations favorables à Emmanuel Macron ou compagnons de route, comme Conspiracy Watch de Rudi Reichstadt. Fermez le banc. Les plateformes numériques vont devoir mettre en place des moyens suffisants pour contrecarrer les contenus définis comme étant à abattre, sous peine de sanctions et d'amendes. Les sanctions pouvant aller jusqu'au blocage de l'accès à leurs services. À première vue, la volonté de contrôler le pouvoir exorbitant des GAFAM, ça devrait être une bonne nouvelle. Cependant, tout dépend de pourquoi et qui contrôler. Dans ce cas précis, l'objectif est d'empêcher que des influenceurs interviennent dans des processus tels que les élections américaines, ou bien le référendum sur le Brexit, ou les élections à venir, quelles que soient les élections en Europe. En clair, l'objectif de la Commission est de s'assurer que les peuples pensent correctement, s'expriment correctement, consomment correctement, de l'information entre autres, et finalement votent correctement. Ces nouveaux règlements ont beau naître discrètement, certains pourraient considérer qu'il s'agit d'une véritable déclaration de guerre contre les libertés concrètes, je dis bien concrètes, des Européens. Mais ce n'était sûrement pas suffisant. Le DSA se voit complété par le European Media Freedom Act, qui prétend lutter pour le pluralisme des médias, tout en annonçant des mesures contraires à ce pluralisme. Reporters sans frontières, autrefois défenseur des libertés des journalistes, est devenue une officine libérale libertaire. Et en partie, à l'origine, de l'idée de cette législation, qui devrait compléter les législations nationales, du moins dans un premier temps, car il y a fort à parier que dans un second temps, chaque nation devra s'y conformer. Thierry Breton, commissaire au marché intérieur à Bruxelles, comme la très libérale libertaire vice-présidente de la Commission, Vera Jourova, je ne suis pas sûr de la prononciation, sont formels. Cette législation, dans leur esprit, devrait répondre à la pseudo-mainmise de Viktor Orbán sur les médias publics hongrois et celle de ses soutiens sur les médias privés du pays, ainsi qu'au pseudo-muselage des médias polonais publics et privés. Le deuxième intervenant donnera plus de détails à ce sujet. Je ne poursuis pas. En particulier, l'article 17 obligerait les plateformes numériques à prévenir les médias lorsqu'elles entreprennent de retirer leur contenu. Une disposition en sus du DSA, qui les oblige déjà à agir contre les contenus illicites. Une sorte de double guillotine. Un poste qui ne correspond pas aux critères de la communauté. Alors si quelqu'un dans cette salle est capable de m'expliquer ce que c'est exactement les critères de la communauté, qui vienne me voir à la sortie, parce que moi je n'ai jamais compris. Est mis sous contrôle avec un avertissement ou supprimé. Et en sus, s'il avait été la source d'une information reprise par un média classique, celui-ci devra corriger à son tour son information et mettre la source sur une liste noire. Liste noire ? Liste noire ? Mais qui va se retrouver sur cette liste noire ? Le DSA n'est pas encore entièrement en vigueur, comme l'a dit Virginie. Il le sera en février 2024. Mais la Commission européenne a déjà demandé aux principaux acteurs de leur fournir un rapport sur les mesures mises en place. Parmi les entreprises concernées, Facebook, TikTok, Instagram, seul Twitter, à peine racheté par Elon Musk, ne serait pas en mesure de fournir un rapport complet des censures préventives comme punitives. Pour montrer patte blanche, Twitter doit renseigner ses plans de collaboration avec les, ouvrez les guillemets, organismes de vérification des faits, les fameux fact-checkers. Tous ces organismes de pseudo-vérification, sans exception, je dis bien sans exception, appartiennent au monde libéral libertaire. Des décodeurs du Monde, en passant par Check News de Libération, autre AFP factuel de l'AFP, ou l'université Poynter aux États-Unis. Sans surprise, on voit revenir Vera Jourova, la vice-présidente pour les valeurs, qui déclare à Politico « Je suis déçu de voir que le rapport de Twitter est à la traîne comparé aux autres. Comprenez,
la déception que Twitter, plus attentif à la liberté d'expression, soit un peu frileux pour mettre en place la censure désirée ardemment par la Commission. De son côté, Thierry Breton déclarait sur France Info au sujet de Elon Musk, je cite, « Il fait ce qu'il veut jusqu'au 1er septembre. Après, il fera ce qu'on lui demandera de faire s'il veut continuer à opérer sur le territoire européen. » Fin de citation. Ces deux déclarations interviennent au moment où Musk veut limiter les censures préventives ou curatives sur le réseau social. Conclusion toute provisoire, ces deux déclarations vont dans le même sens. Comme dans 1984 d'Orwell, la paix, c'est la guerre et l'amour, c'est la haine. Sous prétexte de liberté et de pluralisme, le DSA, comme le Media Freedom Act, veulent museler les libertés d'expression, voire d'opinion. Je vous remercie. Monsieur Almassi, à vous. Merci. Alors je me présente à nouveau rapidement, si j'ai déjà été introduit, mais donc je m'appelle Ferenc Szomási, je suis journaliste indépendant, franco-hongrois, basé à Budapest, et donc je suis aussi le rédacteur en chef du Visegrád Post, qui est un média spécialisé en ligne, spécialisé sur la politique de l'Europe centrale, que vous pouvez lire en français, anglais et allemand. Alors on va s'intéresser donc spécifiquement à la Pologne et à la Hongrie, on en entend souvent parler, puisque lorsqu'on s'intéresse à la situation des médias dans l'Union européenne, ces deux pays sont emblématiques d'une dynamique très parlante qu'il est nécessaire d'étudier pour comprendre aussi bien les méthodes pour arriver, que chacun utilise pour arriver à ses fins, mais plus encore comprendre ce qui pose vraiment problème. Je crois que nul ici n'ignore que depuis 2010 pour la Hongrie et 2015 pour la Pologne, les deux pays ont à leur tête des gouvernements conservateurs qui s'opposent frontalement aux institutions de l'Union européenne sur un certain nombre de sujets, que je ne vais pas lister ici, puisque, encore une fois, je suppose que tout le monde sait. Mais c'est important de se remettre ce contexte en tête pour comprendre ce qu'il en est de la presse. Commençons par un exemple tangible. Si je vous dis Pologne, Hongrie, liberté de la presse, il y a forte chance pour que vous ayez une réaction pavlovienne négative, tant une telle association a été imposée au travers d'un prisme péjoratif. Ce conditionnement relève d'une véritable guerre de soft power. Ainsi, le sentiment ressenti à l'évocation de ces mots-clés, Pologne, Hongrie, liberté de la presse, est, même chez les amis politiques des gouvernements de Hongrie et de Pologne, je le sais très bien, souvent teinté de négativité. Avant de continuer, je tiens quand même à dire que je ne suis pas un turiféraire des gouvernements polonais et hongrois, que le Visegrád Post et moi-même sommes indépendants et que nous publions régulièrement des papiers qui peuvent être très critiques de ces gouvernements. Ce qui, d'ailleurs, ne nous a pratiquement jamais été préjudiciable, ni en Pologne, ni en Hongrie. En revanche, notre étiquette assumée de chrétiens et de conservateurs nous pose systématiquement problème en France, en Allemagne ou encore dans la sphère anglophone, vis-à-vis de certaines autorités, de certains confrères et des grandes rédactions. Alors, si vous voulez bien, clarifions donc un peu la situation des médias en Pologne et en Hongrie. Avant toute chose, rappelons que ces deux pays qui sont sortis du communisme il y a une petite trentaine d'années, la transition politique et sociale qui a suivi n'a pas été sans heurts. À titre personnel, je soulignerai notamment le processus de privatisation, en particulier en Hongrie, dont les conséquences indésirables se font toujours sentir aujourd'hui. Effectuée sans aucune défense réfléchie des intérêts nationaux, cette dimension du changement de régime et ses conséquences sont souvent occultées à l'Ouest, là où en l'occurrence se trouvent la plupart des profiteurs. Essentielle à la vie de la cité, la presse était sous le socialisme d'État, pratiquement monolithique et intégralement sous la coupe du pouvoir central. Il en résulte notamment qu'au changement de régime, l'énorme majorité des journalistes sont alors très marqués à gauche, soit par marxisme, soit par progressisme libéral. Et contrairement à un pays comme la France, qui a choisi un modèle de presse subventionné et oligarchique, la Pologne et la Hongrie ont alors laissé les médias être privatisés, à l'exception du service public. Ce modèle, fidèle à une conception ordolibérale de l'économie, a permis, dans un premier temps, un grand foisonnement parmi les médias. La presse est devenue plurielle, bien plus qu'à l'Ouest, même si la domination des libéraux, des progressistes et de la gauche était énorme. Les créations et les disparitions de médias sont également devenues monnaie courante de ce fait, sous tous les gouvernements.
Les grands groupes, tels que Axel Springer, n'ont pas attendu longtemps pour s'imposer comme acteurs majeurs, ce qui est également devenu un problème politique, ces groupes ayant des agendas politiques et leur activité pouvant donc être assimilée à de l'ingérence. Alors, après ces considérations générales, considérant le contexte, voyons un peu plus concrètement ce qu'il en est, en commençant par la Hongrie. Alors, je vais le dire clairement, il n'existe pas en Hongrie de pouvoir politique se caractérisant par une volonté de faire taire les journalistes qui lui seraient défavorables. En revanche, la particularité post-communiste fait que la Hongrie est depuis 1990 un pays dans lequel la presse et les médias sont éminemment politisés et existent dans le cadre d'un rapport de force politique. La conception et la pratique d'un service public des médias sont des éléments absents de la culture et du fonctionnement médiatique, conséquence d'un demi-siècle de règne des partis socialistes du bloc de l'Est sur l'information. Depuis 2010, donc le retour de Viktor Orban au pouvoir, le gouvernement conservateur s'efforce de corriger un décalage entre la surreprésentation des idées progressistes et libérales dans le paysage médiatique et l'état réel de l'opinion publique hongroise. Cette politique de rééquilibrage a en réalité permis d'apporter plus de pluralisme dans les médias en Hongrie et a abouti à un paysage médiatique hautement plus divers qu'il ne l'était avant 2010. Aujourd'hui, le paysage médiatique est scindé en deux pôles comparables et irréconciliables. Les médias s'inscrivent dans un bloc selon une dichotomie pro-Orban contre anti-Orban. Le bloc d'opposition peine à convaincre lorsqu'il affirme que son travail est réalisé de manière objective et indépendante, alors que ses liens d'intérêt et son ton montrent qu'il est pleinement engagé dans la bataille politique hongroise. Cette approche de plus en plus partisane et éloignée du journalisme dit indépendant est également un facteur d'affaiblissement des médias d'opposition. En effet, ces médias cherchent de moins en moins à faire du journalisme et font de plus en plus de la propagande, n'étant en miroir que ce qu'ils dénoncent dans la presse pro-Orban. Cela est d'autant plus vrai que plusieurs médias d'opposition sont soutenus financièrement par des oligarques étrangers, dont le plus connu est George Soros. Par ailleurs, ce bloc ne voit pas ses activités entravées par le pouvoir et s'exprime librement, bien souvent de manière très véhémente, sans que cela ne provoque de tentatives du pouvoir politique pour faire taire ces voix radicalement dissonantes. Beaucoup de caricatures ou d'articles accusateurs, parus en Hongrie, sans conséquence, feraient en revanche en France l'objet de poursuites. La réalité est que cette situation convient aux deux parties. Orban peut parfois surjouer une certaine résistance, tandis que ses détracteurs peuvent faire l'impasse sur une réalité qu'il se garde bien d'aborder. Le gouvernement hongrois ne fait pas l'opinion en Hongrie et les forces politiques et médiatiques progressistes ont plus de poids que la coalition gouvernementale. C'est d'ailleurs un fait dérangeant pour tous les acteurs de la vie politique hongroise. Après plus d'une décennie de prétendue gestion autoritaire de son pays, Viktor Orban n'est pas parvenu à créer une surface médiatique et une opinion propre, fonctionnant de manière autonome et dynamique. Son champ médiatique est statique et défensif. Tant que la Hongrie fait partie du bloc occidental, dont la presse d'opposition hongroise se fait systématiquement l'écho du mainstream, il semble impossible pour Orban d'arriver à renverser la vapeur. Une sorte d'équilibre toutefois en défaveur d'Orban s'est donc mis en place, notamment grâce à la création d'un pôle médiatique autour d'une fondation, Keshma, par les forces pro-Orban. Les tranchées se sont dessinées sur la ligne de front définie par les électorats des uns et des autres. Le camp Orban a réussi à dominer la presse quotidienne et régionale, ainsi que la radio, tandis que la presse d'opposition domine la presse hebdomadaire, la télévision et surtout les sites d'information sur Internet et les réseaux sociaux. À coup de publications sponsorisées sur les réseaux sociaux, les forces conservatrices tentent d'atteindre plus de monde, mais la censure et le shadow banning les frappent constamment, des dangers qui ne menacent pas du tout, au contraire, la presse d'opposition en phase avec les GAFAM. Les médias d'opposition indépendants du gouvernement ne sont ainsi menacés que par la loi du marché, dans un système qu'ils ont contribué à mettre en place et dont ils ont profité, notamment aux dépens des forces conservatrices pendant 2 décennies. Il existe donc une réelle pluralité médiatique en Hongrie, même si elle est très manichéenne. Mais ni la liberté d'expression, plus grande qu'en France, aussi bien légalement que dans l'usage, ni la liberté de la presse ne sont mortes. Tout au plus, on peut regretter cette dualité et l'absence de recul dans de nombreux médias face à l'action gouvernementale. Pour terminer sur la Hongrie, sur une note d'espoir, j'ai tout de même l'impression que des deux côtés de l'échiquier politique, une demande croissante pour plus de neutralité se fait sentir et j'espère que cela finira par ramener un peu de journalisme et de débat au milieu du travail d'influence des uns et des autres. Passons maintenant à la Pologne.
La situation polonaise des médias est à bien des égards similaire à la situation hongroise. L'histoire et la configuration politique actuelle le démontrent et les traumatismes du changement de régime expliquent pour une grande part ce qu'il faudrait appeler un retour de bâton conservateur et national. C'est évidemment ce retour en force des thématiques conservatrices et nationales dans les médias polonais qui irrite les institutions européennes. Mais la Pologne n'est pas la Hongrie et les différences en matière de médias sont nombreuses. Même si l'ombre de Jarosław Kaczyński plane sur toute la droite polonaise, le conflit entre Bruxelles et Varsovie n'est pas aussi personnifié que celui entre Bruxelles et Budapest. Les acteurs impliqués y sont plus nombreux et les médias conservateurs moins centralisés qu'en Hongrie. Le secteur des médias polonais est riche et comprend par exemple des organes idéologiquement en phase avec le PiS, donc le parti au pouvoir, mais politiquement critiques. Alors qu'il est clair que Viktor Orban tient son camp politique et médiatique, il n'existe pas en Pologne, excepté pour la télévision publique et depuis peu la presse régionale, de ce qu'on pourrait appeler un système médiatique PiS. La Pologne est un pays 4 fois plus grand que la Hongrie et bien moins centralisé économiquement et politiquement, ce qui conduit à une complexification et à une hybridation de la structure capitalistique des groupes de presse à capital polonais et à une plus grande surface d'investissement pour les groupes non polonais. Les possibilités d'investissement sur le marché des médias polonais étant plus nombreuses que sur le marché hongrois, les logiques du marché y jouent plus. Contrairement à la Hongrie, la Pologne est un pays où le fait religieux est un fait social et politique. Les convictions personnelles y sont susceptibles de prendre le dessus sur les positionnements politiques. Par bien des aspects, les Hongrois ont des restes de réflexes féodaux et une tendance à personnifier la politique. En Pologne, des tendances politiques existent aussi bien à gauche qu'au sein de la droite conservatrice, et ce paysage politico-médiatique se compose d'acteurs aux principes arrêtés et capables de reléguer l'appartenance clanique et partisane au second plan. L'existence du magazine Dojece est de ce point de vue l'exemple le plus abouti en ce qu'il est nettement conservateur, mais peut se montrer très critique de la politique gouvernementale. Pour résumer, le conservatisme et le christianisme polonais existent en dehors de la sphère politique, alors qu'en Hongrie, ils sont insufflés et encouragés par les acteurs du théâtre politique. Que les Occidentaux aient du mal à comprendre qu'en Hongrie, un homme et son cercle détiennent environ la moitié des médias et de la presse est une chose recevable. En revanche, qu'il fasse preuve de la même indignation face au cas polonais est moins recevable, car en Pologne, la vie médiatique est moins partisane qu'en Hongrie et découle de tendances allant au-delà du clivage entre le principal parti gouvernemental et son opposition. Enfin, les investissements étrangers dans les médias en Pologne comportent une dimension profondément plus géopolitique qu'en Hongrie. La Pologne a un poids stratégique plus important et est infiniment plus convaincue de la nécessité de son engagement atlantiste que ne l'est la Hongrie. Le retour au pouvoir des démocrates à Washington complique la position du PiS, un parti plutôt pro-américain, touché à une chaîne de télévision à capital américain, comme c'était le cas il y a 2 ans, TVN, qui est détenue par Discovery et que le gouvernement a voulu repoloniser, pour utiliser ces termes, sans succès. Dans le cas hongrois, ce serait considéré comme une simple attaque contre la liberté de la presse, alors qu'elle est aussi, dans le cas polonais, un mouvement brusque et direct dans le jeu des intérêts stratégiques de la Pologne. Au refus des Occidentaux d'envisager un secteur médiatique en dehors des standards progressistes et à l'incapacité de comprendre les phénomènes d'une société post-communiste, s'ajoute donc, dans le cas polonais, une importante dimension géostratégique, le pays souhaitant, en particulier depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, redevenir un acteur majeur sur le continent européen. Retenons donc de tout cela que l'absence d'une culture de service public de l'information en Hongrie et en Pologne n'est pas due à de prétendues velléités autoritaires, mais au glacis soviétique ayant détruit les germes de cette culture au moment où les pays d'Europe de l'Ouest en posaient les jalons. En Pologne et en Hongrie, les médias publics sont depuis le changement de régime pilotés par le gouvernement. L'ouverture aux investissements occidentaux des marchés d'Europe centrale et orientale et la privatisation au pas de charge de pans entiers des économies ont créé des paysages médiatiques polonais et hongrois d'une particularité que les Européens de l'Ouest ne comprennent pas. Ce sont les excès de cette ouverture forcenée aux investissements occidentaux qui sont à l'origine des tensions dans les sociétés post-communistes et des succès électoraux du Fidesz en 2010 et du PiS en 2015. Ces victoires électorales sont avant tout des réactions aux dérives et aux promesses non tenues de l'entrée de la Hongrie et de la Pologne dans l'UE. Une des dérives de cette ouverture forcenée a abouti à une très nette surreprésentation
des idées libérales et progressistes au sein des paysages médiatiques hongrois et polonais par rapport à la proportion d'adhésion à ces idées dans la population. Les réformes des médias entreprises par le Fidesz et le PiS dès leur arrivée au pouvoir procèdent directement d'une volonté de la population de remédier à ce déséquilibre. Cette politique de rééquilibrage a lieu dans des pays au paysage médiatique par essence politisé. En Hongrie et en Pologne, cette politique a consisté en une augmentation de contenus conservateurs et critiques de l'Union européenne. Elle a été possible grâce aux larges victoires électorales du Fidesz et du PiS et soutenue par des bases électorales en accord avec ces lignes politiques. Bien que modeste et incomplète, cette politique de rééquilibrage du paysage médiatique au profit des conservateurs est qualifiée par les médias occidentaux et les institutions européennes comme étant une, je cite, attaque contre les médias libres et indépendants. Or, pour ce qui est de l'Europe centrale, les éléments montrant que ces médias sont liés à des intérêts bien identifiables affluent et permettent d'établir que libre et indépendant veut en réalité dire pro-UE et progressiste. Malgré cette politique de rééquilibrage, les idées progressistes sont encore largement dominantes dans certains secteurs du marché des médias, aussi bien en Hongrie qu'en Pologne. Ce que la presse occidentale appelle la mort de la liberté de la presse n'est autre que la perte de l'hégémonie progressiste dans les médias. Cette politique de rééquilibrage reste donc modeste, en ce que la réelle dynamique à l'œuvre sur le marché n'a pas lieu sur le terrain qu'occupent les gouvernements hongrois et polonais, télévision publique, presse régionale, mais à travers les canaux numériques. Sur Internet et sur les réseaux sociaux, les forces conservatrices sont à la traîne et ne donnent le tempo que rarement. Si la Hongrie et la Pologne étaient véritablement sous la coupe de gouvernements autoritaires ou dictatoriaux, elles tenteraient d'enrayer cette dynamique numérique et idéologique, lui étant nettement défavorable. Il n'en est évidemment rien. Et c'est en réalité l'inverse qui se produit. Jamais la censure en ligne ne s'applique aux médias progressistes opposés au gouvernement de Hongrie et de Pologne. Leurs propos sont formulés en toute liberté et souvent avec une grande virulence à l'encontre des gouvernements. Les médias conservateurs font, eux, occasionnellement, l'objet de la censure des géants du numérique. Le constat général est donc inquiétant, mais pas pour les raisons attendues. La rupture semble durable entre Varsovie et Budapest d'une part, et Bruxelles de l'autre. L'Union européenne est incapable d'intégrer et de digérer la singularité historique des pays ayant adhéré en 2004. Cependant, lorsqu'on observe le résultat de cette guerre ouverte sur la liberté de la presse, on ne peut que s'interroger sur le profit que tire chaque partie de ce conflit. Viktor Orbán sait précisément dans quelle mesure et jusqu'à quelle limite il peut se servir d'une friction avec Bruxelles pour entretenir son capital politique. En Europe de l'Ouest, les mauvais exemples polonais et hongrois sont une aubaine. Les pointer du doigt permet par exemple de ne pas traiter les problèmes sérieux de liberté de la presse en Allemagne et en France, ou encore de la question que pose l'influence conséquente prise par les GAFAM. Enfin, le conflit entre les institutions européennes et les gouvernements hongrois et polonais ne passe-t-il pas et n'occulte-t-il pas l'essentiel de la question de l'information et des médias de nos jours? La querelle classique sur la liberté de la presse et le danger que peut représenter le pouvoir politique pour l'activité des médias est dépassée. C'est pourtant sous cet angle que les institutions européennes critiquent la Hongrie et la Pologne, alors qu'à l'époque de l'information en continu et des réseaux sociaux, ce ne sont plus les médias qui travaillent pour la classe politique, mais plutôt l'inverse. Les médias émettent en continu et donnent le rythme, les acteurs politiques ne faisant que courir derrière ce qui leur est imposé. Ce retournement des rôles au profit des médias qui dominent aujourd'hui la classe politique a aussi eu lieu en Europe centrale et orientale. L'exemple du travail de sape effectué en Hongrie par les médias en ligne d'opposition sur le Covid-19 en est un exemple parfait. La séquence du Covid montre que le gouvernement hongrois est en réalité dépendant des médias et non l'inverse. En ce sens, le conflit sur la liberté de la presse en Hongrie et en Pologne est un conflit appartenant au passé. D'ailleurs, peut-être l'énergie dépensée à l'entretien de ce conflit participe-t-elle en partie à un objectif de dissimulation des réels enjeux du présent, la mainmise des médias sur la vie politique contemporaine, l'influence démesurée et illégitime des GAFAM sur l'information ou encore le recul des libertés publiques en Europe depuis mars 2020. Si l'on veut donc rendre la liberté à la presse, ce n'est pas en s'en prenant aux épouvantails hongrois et polonais, mais plutôt en s'attaquant aux géants du numérique qui, directement et indirectement, ont fait plus de mal au journalisme classique que tous les gouvernements européens des 30 dernières années. Merci. Merci beaucoup pour vos deux interventions très riches.
Je vais donner quelques exemples aussi pour démontrer que la Commission s'arroge, on l'a vu, des compétences qu'elle n'a pas dans les traités, on l'a vu en matière de santé, on le voit aujourd'hui en matière de liberté d'expression, avec cette proposition de règlement, on le voit bien dans le préambule. Ils alertent effectivement que la presse dans les pays de l'Est serait dans les mains des gouvernements, et donc c'est pour ça qu'ils s'autorisent de prendre en charge cette compétence pour, soi-disant, toujours prôner plus de liberté, pour protéger les libertés. Mais on le voit bien par ce règlement du DSA. Je vais vous donner 2-3 exemples. Déjà, qui contrôle? Parce qu'en fait, c'est ça. Ils mettent en place un règlement, et qui va contrôler ce règlement? Qui va mettre en œuvre ce règlement au sein de l'État français? Donc on voit, ça va être l'ARCOM. L'ARCOM qui a remplacé le CSA. Alors ils ont mis en place des signalateurs de contrôle. Attends, je ne sais même plus le nom parce qu'en anglais, on avait tergiversé sur le nom. Ça va être signaleur, voilà, signaleur de confiance, un terme qui est tout à fait nouveau et qui en fait, ça va être le voisin. Enfin, on n'a pas encore déterminé qui seraient ces gens qui vont fact-checker, qui vont être officialisés par l'État français et qui vont donc reporter auprès de la Commission toutes les plateformes qui n'auraient pas banni certains contenus. Et après, effectivement, des sanctions, qui sont des sanctions financières. Ça sera 0,05 de leur chiffre d'affaires. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a des résistances, notamment d'Elon Musk. Mais là aussi, j'ai envie de dire, on l'a bien vu avec cet exemple sur complément d'enquête, à prendre avec des pincettes. Donc, en tout cas, nous, notre rôle, c'est d'alerter, et je vous remercie parce que vous faites un travail de réinformation, puisqu'aujourd'hui, vous n'êtes pas considérés comme des médias, on va dire, de haute portée, donc souvent attaqués. On a besoin de vous. Nous, notre travail est souvent colporté par les plateformes, donc on espère aussi qu'elles n'utilisent pas non plus à mauvais escient ce DSA, puisqu'effectivement il y a certaines mesures qui sont nécessaires, la lutte, on va dire, contre la haine et contre des produits illicites. C'est pour ça d'ailleurs que nous nous sommes abstenus sur le vote du DSA, parce que il était difficile d'être contre ce type de mesures. Mais en revanche, nous restons en alerte, et grâce à ce règlement que Catherine a en culte, et moi je l'ai en marché intérieur, notamment le Media Freedom Act, où là ça touche vraiment le cœur du métier, le cœur de l'information. Vous avez bien compris, d'un côté on a l'argent qui est le nerf de la guerre, et aussi l'information qui est devenue un outil de guerre. Je finis avec cet exemple. On a bien vu que pendant cette guerre en Ukraine, en Russie, on a bien vu que les deux médias que l'on connaissait de loin, RT et Sputnik, ont été tout de suite bannis des réseaux. Et on voit bien qu'il y a une autre chasse qui s'ouvre. Et c'est même si on peut pas être enfin, en tout cas, il faut la liberté, il faut la diversité. C'est ce qui permet effectivement de comprendre des situations et surtout du débat. On l'a vu notamment en matière de Covid et autour de la vaccination, c'est ce qui a manqué. Donc voilà, c'est mes petits mots de conclusion. Donc maintenant, on va passer. Je passe la parole à Catherine. Oui, il nous reste quelques minutes. Donc si vous avez des questions dans la salle, c'est avec plaisir pour nos deux intervenants. Avant le cocktail. On dira la bonne nouvelle à la fin. S'il y a des questions, il y aura peut-être une surprise après. Qui se lance? Charles? Ah, Thierry. C'est plus un témoignage parce que je suis sidéré. Je vais vous raconter ce qui est arrivé le 26 avril. Tout le monde connaît Pierre Gentillet. Pierre Gentillet a fait l'objet d'un signalement d'un dénommé Marc Graal, qui est, paraît-il, un lanceur d'alerte. Et voilà ce qu'envoie l'ARCOM. Suite au signalement sur Pierre Gentillet, donc vous avez saisi l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle, l'ARCOM, à la suite de la diffusion sur CNews dans l'émission d'une séquence relative à la guerre en Ukraine. Réunie en collège le 26 avril 2023, l'ARCOM a délibéré. L'autorité a noté que les activités de Maître Gentillet au sein du dialogue franco-russe fondé par M. Thierry Mariani, ce qui est faux, j'insiste, ça a été fondé par Jacques Chirac et Vladimir Poutine, mais bon, n'avait pas été mentionné à l'antenne. En conséquence, l'ARCOM demande à CNews de donner à chaque téléspectateur, à chaque passage, toute précision utile à la bonne compréhension de la qualité des intervenants. C'est-à-dire que Gentillet, on lui a dit que désormais CNews devait dire à chaque fois qu'il était membre du bureau du dialogue franco-russe. Je précise qu'on ne dit pas quand M. Haddad,
qui a été salarié d'un think tank américain pendant des années en tant que député passe à la télé, qu'il faut le signaler. Mais ça devient complètement délirant. Je suis en train d'écrire une lettre à l'Arcom pour leur signaler que c'est une bande d'amateurs. Je n'ai jamais été fondateur de ça. L'ancien président, pour la petite histoire, s'appelait Thierry Desmarais, PDG de Total. Mais j'en suis le président actuel. Mais je suis sidéré à la fois, par l'amateurisme, parce que voilà, ils ont décrété qu'alors en 2 tweets on trouve qui est 2, c'est-à-dire que désormais sur le signalement de quelqu'un, les journalistes vont devoir dire systématiquement que il est membre de telle ou telle association. Voilà, témoignage vivant de 4 jours. Oui, alors, quand vous dites les journalistes, je pense pas tous les journalistes. Hein. Certains journalistes seront fléchés et d'autres pas. Moi, où je suis sidéré, c'est la rapidité d'action de l'Arcom sur une affaire quand même qui est somme toute relativement mineure. Ils se réunissent en commission plénière pour traiter quand même ce qui est un fait tout à fait secondaire. Bon, ça prouve que, bon, qu'ils ont du temps à perdre, et 2, qu'ils sont très vigilants, que maintenant ils ne laisseront rien passer. Rien passer. C'est un exemple concret. Je rappelle, le DSA, il n'est pas encore mis en place, mais là, pour le coup, c'est un exemple type du commencement de l'application de DSA. Parce que c'est ce qu'ils sont en train d'imposer. Là, en règlement, en marché intérieur, nous avons eu à voter un rapport sur la publicité des partis politiques. Donc là, ce qu'il demande effectivement Pierre Gentillet, c'est d'annoncer un petit peu tout son CV avant de se prononcer, pour voir s'il n'y a pas des conflits d'intérêts. Et j'ai envie de dire, un autre exemple qui est flagrant de cette commission qui prend trop de compétences et qui donne des leçons à tout le monde et qui ne s'applique pas à ces mêmes règles, c'est Vera Jourova. Elle est commissaire à la transparence et aux valeurs. Commissaire à la transparence, vous connaissez tous ce dossier des contrats. Je reviens, je suis pas mono-sujet, mais quand même, c'est le scandale du siècle. 71 milliards d'euros pour des contrats qui aujourd'hui, on voit bien, nous amènent jusqu'en 2026 avec des doses qu'on voudrait annuler, mais qu'on n'y arrive pas. Et à la question de la transparence, notamment autour des contrats, notamment autour des SMS, du prix, aujourd'hui, on n'obtient pas ces éléments. Donc, on voit bien que d'un côté, la Commission veut sanctionner certains États parce qu'ils correspondent pas à leur doxa et à leur ligne de vue, et surtout ils sont un peu pas rebelles, mais en tout cas ils ne se laissent pas faire par rapport à soi-disant de valeurs qu'ils veulent mettre en place. Et de l'autre, on voit bien que pour certaines injonctions qu'ils proposent à certains États membres, qui attendent en fait la Commission, on le voit bien pour la France, ils attendent ce type de règlement pour pouvoir effectivement faire des chasses aux sorcières. Et vous l'avez dit, Claude, effectivement que pour certaines personnes et pas d'autres. Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est un plaisir d'obéir à Catherine. Il est de notoriété publique, Ferenc, que la Pologne et la Hongrie n'ont pas la même position sur le conflit en Russie. À chaque dossier qu'on a en commission des affaires étrangères, on nous explique que les ingérences étrangères dans ces pays sont uniquement issues de la Russie, notamment à travers les médias et la désinformation. Alors, il ne s'agit pas là de dire que ce ne serait pas possible venant de Moscou, mais on sait que les Allemands et les Américains ont également beaucoup d'intérêt dans la presse en Europe centrale et orientale. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ces influences et ce combat, cette lutte de propagande dans ces 2 pays à travers les ingérences non pas russes mais d'autres nations? Oui, disons que l'influence russe c'était essentiellement RT, et puis il y a plus. Donc voilà. Côté américain, par exemple, pour ne pas les citer, je pourrais pas faire la liste là parce qu'on va pas avoir le temps. C'est tentaculaire, mais en fait, ce qui peut bien résumer pour répondre à ça, pour donner une idée un peu du climat qui est actuellement aussi, en particulier en Hongrie, parce qu'évidemment la Pologne étant alignée sur la position de Washington concernant l'Ukraine en ce moment, sur ce terrain-là, pas sur tous les terrains, parce qu'il y a d'autres problèmes où il y a toujours des tensions, même avec les États-Unis, notamment les questions LGBT, mais sur le terrain ukrainien, ça va en Pologne. Mais en Hongrie, ça va pas du tout. Depuis quelques mois, avec les États-Unis, il y a vraiment une espèce de... alors ça reste à fleuret moucheté, mais il y a quand même un petit conflit qui se fait sentir, et ça va jusqu'au fait que l'ambassadeur américain se permette des déclarations dans la presse à l'égard du gouvernement, où c'est plus ou moins ouvertement des critiques du gouvernement. Alors, Viktor Orban, au mois de février, a tenu un discours sur l'état de la nation, dans lequel
il s'est permis un bon mot. Le chargé d'affaires qu'il y avait il y a quelques années à Budapest s'appelait André Goodfriend, donc bon ami. Actuellement, je ne sais plus si c'est Daniel ou David, mais il s'appelle Pressman. Et l'ambassadeur, qui est un militant, accessoirement, c'est un militant proche des cercles de Georges Clooney et compagnie, là, qui ont fait beaucoup d'actions, notamment pour les LGBT, y compris en Europe. Bref, il connaît bien la Hongrie. Il s'inquiétait de l'état de la démocratie en Hongrie lors de son audition au Sénat l'année dernière. Et donc cet homme, qui est marié à un autre homme et qui a adopté 2 enfants, accessoirement, le casting était bien fait pour la Hongrie. Il a été dans le collimateur de Viktor Orban lorsque, dans son discours de février, donc Viktor Orban a dit c'est important entre alliés de garder le sens de l'humour. Je cite de mémoire, hein, c'est important entre alliés de garder le sens de l'humour. Les États-Unis nous avaient envoyé un bon ami, good friend. Aujourd'hui, ils nous envoient quelqu'un pour nous mettre la pression, Pressman. On espère juste que le prochain s'appellera pas Puccini, par exemple. Voilà, c'est quand même, ça vous donne le ton qu'il y a actuellement. Et dans les médias pro-Orban, on voit aujourd'hui des charges assez claires contre les États-Unis. En parallèle, Viktor Orban soigne, comme la CIPAC qui s'est tenue à Budapest la semaine dernière le montre, il soigne ses réseaux républicains les plus durs. Je voudrais bien me poser une question. Alors, je me pose la question, d'où vient le terme fake news ? Parce que bon, les fausses nouvelles, ça a toujours existé. Hein. Dans le vocabulaire français, on appelait ça des bobards. On sait que les médias peuvent mentir. On sait aussi que les hommes politiques ou les femmes politiques peuvent mentir aussi de temps en temps. Mais quand est-ce qu'elle a apparu, cette expression fake news ? Ben, je vais vous le dire, en 2016. Parce qu'en 2016, s'est passé 3 phénomènes. Le premier, c'est l'élection de Trump. Le deuxième, c'est le Brexit. Et le troisième, c'était la grande tournée des plages de Salvini, où tout le monde pensait que Salvini allait prendre le pouvoir quelques mois après. Au fond, 2 phénomènes qui n'auraient pas dû se produire, en tout cas pas suivant les cercles, dans les cercles libéraux-libertaires, et le troisième qui était un phénomène inquiétant. Alors c'est là qu'intervient le terme fake news. Car si le Brexit a eu lieu, si Trump a gagné, si Salvini était presque sur le point de gagner, c'est que le peuple a été trompé. Le peuple a été trompé par des mauvaises nouvelles, par des fausses nouvelles, par des fake news. Alors ça a 2 effets. Le premier effet, c'est un effet de déculpabilisation des journalistes, ou de la majorité des journalistes. Ce n'est pas notre faute. Nous, on a apporté les bonnes nouvelles, les vraies. Mais ce sont les mauvais informateurs qui ont porté des mauvaises nouvelles au bon peuple, qui s'est trompé et qui a mal voté. Donc c'est pas de notre faute, on n'est pas coupable. C'est les autres. Deuxième conséquence, il ne faut pas que de tels phénomènes puissent se reproduire. Donc il faut maintenant un filtre pour que les bonnes nouvelles, qui ne sont pas des fake news, arrivent au bon peuple, qui à ce moment-là comprendra bien et votera bien. Et derrière ça intervient le phénomène des fact-checkers. Car qui va dire quelles sont les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles ? Ce sont les fameux fact-checkers dont je vous ai parlé. Alors, à titre d'exemple, les décodeurs du monde ont été financés par qui ? Par qui ? Personne ne le sait, par Google. J'ai demandé plusieurs fois au monde dans quelles conditions et pour combien. Je n'ai jamais eu de réponse. Check News de Libération a été financé par qui ? Par qui ? Par Facebook. C'est quand même intéressant. Hein, pourquoi Google et Facebook vont-ils financer les décodeurs et Check News? Je m'interroge. Alors, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, sur le GIM, nous avons publié une brochure numérique sur les fact-checkers. Alors, comme nous sommes pauvres et que nous ne vivons pas de l'ère du temps, cette brochure est réservée à nos donateurs, mais à partir de 1 euro. Donc, c'est-à-dire, si vous donnez 1 euro, vous allez recevoir cette brochure sur les fact-checkers, qui va vous donner un petit peu plus d'éclaircies que je n'aurai le temps de le faire aujourd'hui. Merci beaucoup, Claude. Monsieur ? Voilà. Donc, j'étais au courant de cette affaire-là. Et pourquoi ils payent, hein, pourquoi ils dépensent de l'argent pour ça, Facebook et Google? C'est qu'ils ont besoin de contenu, qu'il soit juste ou faux, peu importe.
mais ils achètent du contenu tout rédigé et élaboré, et ça leur donne un certain... en même temps, ça permet, d'améliorer les fins de mois de la presse écrite. Donc, en fait, il y a une réciprocité de services dans cette affaire-là. Les médias écrits offrent un contenu assez soporifique et faussement élaboré pour, en tout cas, masquer la vérité. Et la puissance, et c'est joint de cette façon-là à la puissance de diffusion des GAFAM. Donc, c'est comme ça que je vois le problème. Et ce qui m'a effrayé aussi dans tout ce que j'ai entendu, ça c'est une réaction, c'est cette expansion indéfinie de la novlangue. Signaleur de confiance, commissaire à la transparence et aux valeurs. Alors je peux entendre mon chef d'établissement pour s'en prendre à ceux qui ne respectaient pas les valeurs de la République, et quand il s'est agi de réfléchir à ce sujet, les recherches ont été suspendues. Voilà ce que je voulais dire. Oui, pour répondre sur le premier point, sur l'intérêt économique, il existe, bien évidemment, et des deux côtés, mais je pense qu'il y a aussi un intérêt idéologique. Je pense que ça va au-delà de l'intérêt économique. Alors, sur la novlangue, bon, je sais pas, on pourrait écrire un dictionnaire. Le terme de commissaire est quand même assez étonnant. On a l'impression qu'on revient au commissaire politique de l'Union soviétique. De mémoire, il y a le Shrinas, il est commissaire pour protéger nos modes de vie. Vraiment, hein. Et il s'occupe des migrations. C'est quand même fort de café. Juste pour conclure, parce que c'est difficile, c'est vraiment un sujet passionnant. Et Claude, je réagis à ce que vous dites. Et moi, je l'ai vu dans un dossier, cette notion des fact-checkers, mais différemment. On avait en marché intérieur cette nouveauté, donc je vous l'ai dit, la publicité des partis politiques. Et en préambule, pour expliquer ce règlement, que les États vont devoir mettre en place, c'était en préambule, c'était l'explication. Donc on explique toujours pourquoi la Commission veut mettre en place ce règlement pour protéger, encadrer les partis politiques pour les prochaines élections européennes. Eh bien, c'était ça, la trouille des résultats des élections. Brexit et Donald Trump, c'est écrit noir sur blanc. Donc en fait, ils ont une trouille de la démocratie. Et donc, ils essayent, sous prétexte de faux résultats, parce qu'ils disent qu'il y a eu des ingérences, ils estiment qu'il y a eu des ingérences, donc il faut absolument, pour les prochaines élections, mieux encadrer. Vous vous rappelez de Cambridge Analytica. Donc, ils ont sorti ça, mais finalement, on a bien vu que ça n'avait pas vraiment eu d'effet sur le vote. Moi, je l'aurais dit en commission, mais allez sur le terrain, comme vous le faites, vous allez bien voir qu'il n'y a pas besoin de Cambridge Analytica, il n'y a pas besoin effectivement de publicité télévisuelle ou ailleurs pour pouvoir pousser les gens à voter pour un tel ou un autre. On le voit bien, c'est ce que j'aurais dit, je pense que ces gens à Bruxelles, s'ils allaient un peu plus sur le terrain, s'ils allaient voir les gens tout simplement, ils verraient que les gens ce ne sont pas stupides, ils votent pour un programme, pour un parti et pour nous, pour notre candidate. Donc voilà la réalité. On pourrait encore parler, mais je crois qu'on va encore échanger autour d'un verre. Je ne sais pas. En tout cas, s'il y a encore des questions. Mais c'est vrai que c'est une réalité qui est importante parce que ça nous touche maintenant. Donc ça touche les médias, ça touche les partis politiques dans un seul but, c'est effectivement nous limiter dans notre information et surtout dans la volonté Oui, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Éric Binardi. Je viens de Polynésie française. Et le mois dernier, donc pour revenir sur les problèmes politiques que nous rencontrons, lors d'élections à Tahiti, j'ai été confronté à l'équité dans les temps de parole par l'ARCOM, donc sur les partis politiques. Donc les partis qui ont des élus ou qui sont considérés comme des gros partis avaient 38% de temps de parole dans les médias, et les petits partis, ou considérés comme petits partis, qui n'avaient pas d'élus, n'avaient que 4% de temps de parole dans les médias. C'est-à-dire que sur un plateau de télévision, sur une heure de confrontation, vous voyez un petit peu, 38% d'un côté, 4% pour des gens comme nous, considérés comme petits partis. Donc, j'aimerais savoir si c'est légal, d'après vous, ou si, parce que je n'ai jamais été confronté, depuis plus de 20 ans que je fais de la politique en Polynésie française, à ce type de comportement, et si l'ARCOM a véritablement autorisation pour faire ce type
pourcentage dans les temps de parole en politique. Alors, l'ARCOM dispose d'un certain nombre de pouvoirs sur la répartition du temps de parole, mais uniquement au moment des élections, pendant la période électorale. Si c'est en dehors de la période électorale, il y a des recommandations, mais il n'y a pas de règles. En période électorale, c'est relativement strict. Et si on constate je ne sais pas moi, un certain manque de générosité pour certains par rapport à d'autres, je crois qu'il faut saisir l'ARCOM. Je ne peux pas vous garantir que le saisissement sera suivi des faits. Oui. Ce qui fait sourire, c'est le mot équitable dans ce type de comportement. J'ai une question à poser à Virginie Joron. Est-il normal que l'Union européenne entretienne des liens privilégiés avec Pfizer, alors même que cette société pharmaceutique a augmenté le prix de ses doses de vaccins contre le coronavirus de 15,50 € à 19,50 € et que le coût de production de ces doses est estimé seulement à 61 centimes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur les priorités et les valeurs que l'Union européenne défend. Il est notamment question d'accès équitable aux soins de santé et de transparence dans les relations avec les entreprises pharmaceutiques. Par ailleurs, pouvons-nous véritablement considérer l'Union européenne comme une force protectrice alors qu'elle encourage des pratiques telles que l'imposition d'une taxe carbone de 45 € par tonne de CO2 et l'autorisation de la commercialisation de produits à base d'insectes tels que les grillons, les criquets migrateurs et les vers de farine dans notre alimentation. Je vous remercie. Merci, je vois que vous suivez un peu mes activités, donc je vous remercie pour ces questions. Je vais essayer d'être courte. Évidemment, on ne peut que dénoncer l'action de l'Union européenne, mais surtout de la Commission de Madame von der Leyen. Vous savez bien que c'est un sujet qui dure depuis 3 ans et qui reste d'actualité. La semaine dernière a bien démontré lors de ce reportage toutes les problématiques autour des contrats, des SMS. Je ne vais pas refaire tout l'historique. Donc effectivement, nous dénonçons au niveau politique cette action, que ça soit moi dans la commission Covid. Et après, il y a des recours juridiques qui sont aussi faits, que ça vienne du Times Magazine, que ça vienne aussi d'un ressortissant belge. Vous avez aussi une saisie auprès du procureur européen qui a ouvert une enquête. Donc on attend que la justice fasse son travail. Nous, au niveau politique, nous continuons notre travail à poser des questions, et aussi alerter la population. Puisqu'il est important de savoir pour eux, notamment autour du vaccin, est-ce qu'encore il est judicieux de continuer à poursuivre ce schéma vaccinal, et puis combien ça coûte. Donc effectivement, ce sont encore des sujets qui sont sur la table. Sur la taxe carbone, effectivement, on a dénoncé cette nouvelle hold-up et ce qui va peser sur les consommateurs, parce qu'effectivement, c'est une nouvelle ressource que la Commission va s'arroger. Et pourquoi faire? C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Pourquoi faire? Plus de ressources, pourquoi faire? Pour les donner aux Big Pharma? Non, il faut que l'argent des Européens reste ici, en Europe, et continue à développer ou à protéger notre patrimoine. Parce qu'on le voit bien au fur et à mesure de ces plénières que notre argent va beaucoup plus dans les poches des pays tiers que à nos ressortissants. Et surtout avec des taxes, là vous avez pris celle de la taxe carbone, mais on le voit aussi, la taxe sur l'emballage. Donc ça ne fait que s'amplifier, sachant que et on le voit dans la plupart des rapports, la Commission s'arroge le droit aussi de contrôle, ce qui n'était pas visible dans les précédentes mandatures. Elle met en place des forums, elle met en place des comités de pilotage, et ça va avoir un coût, ce qui veut dire qu'elle va avoir besoin de ressources. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Puis les insectes, évidemment, ça c'est un autre sujet. Vous voyez, j'ai fait partie, mais je crois qu'à notre cocktail, il n'y aura pas d'insectes. C'est aussi un sujet parce que s'approprier le droit, effectivement, d'aller nous imposer ce qu'on doit manger, mettre dans nos assiettes, je pense qu'effectivement c'est pas le rôle de la Commission. C'est pour ça que nous avons une autre vision de l'Europe, une Europe des nations, une Europe libre, une Europe souveraine. On n'a pas à dire aux gens ce qu'ils doivent mettre dans leurs assiettes. Et on l'a vu aujourd'hui. Je regrette effectivement, même si on a voté pour, qu'en matière d'agriculture, qu'on autorise les écoles à, à prôner le lait. Alors c'est sûr qu'on est d'accord, mais est-ce que c'est le rôle de la Commission? Est-ce que c'est vraiment le rôle de la Commission? Je ne crois pas. Donc nous sommes là pour effectivement alerter, proposer autre chose à cette Commission qui malheureusement est sourde à tous nos messages. Madame.
Oui, bonjour. Moi, je voudrais revenir sur la liberté de la presse. Comment voulez-vous qu'en France, il y ait une liberté d'opinion et une liberté de publication de la presse, alors qu'elle est outrancièrement financée par notre gouvernement? S'ils sortent de la doxa qui est imposée, ils perdent leur poste. C'est aussi simple que ça. Alors, que faire? Alors j'ai une idée. Alors attention, je vous préviens, elle est révolutionnaire. Et en plus, elle est très simple. Je parle pour la France, car je ne connais pas, assez les systèmes de financement de la presse dans les autres pays. En France, il y a encore peu de temps, nous avions ce qu'on appelait la taxe. La taxe. Attends, comment s'appelait quel ton? La taxe, je sais pas. La taxe sur la télévision. Enfin, c'était 138 € par foyer ou par télévision. Cette taxe a été supprimée, enfin, soi-disant supprimée. Mais en réalité, c'est un tour de passe-passe. Hein. On a 138 € qu'on a enlevé, et de l'autre côté, on a pris l'équivalent, 138 € sur le budget de la TVA. Donc, autrement dit, il y avait 9 milliards d'un côté et 9 milliards de l'autre. Alors que les gens ont l'impression qu'ils payaient moins, mais en réalité, ça se retrouve dans ce qu'ils payent dans les autres impôts. Alors ma proposition révolutionnaire est la suivante. On rétablit cette taxe. 138 € par foyer. Mais, chaque foyer peut flécher sa taxe. Autrement dit, si je donne la Libération, je donne la Libération. Et pourquoi pas? Si je donne à Mediapart, je donne à Mediapart. Mais je peux donner au Vice-Grade Post, je peux donner à TV Liberté, je peux donner à l'OGIM, pourquoi pas, rêvons, je peux donner aux médias que je veux. On peut imaginer qu'un certain nombre de gens ne vont pas flécher leurs dons. À ce moment-là, par défaut, ils iront au secteur public. Il faut bien qu'il y ait une télévision et une radio publique. Ça, c'est tout à fait révolutionnaire. Et là, on verra la vérité des médias. Parce que vous pourrez donner à qui vous voulez. Et là, on verra que Libération, à mon avis, fera faillite, parce qu'ils ont essayé de sauver 4 fois de suite par des milliardaires. La dernière fois, par Daniel Kretinsky, le Tchèque, qui a donné 1 million d'euros, plus un prêt de 14 millions, dans des conditions favorables. Alors, rétablissons la liberté pour les lecteurs, les téléspectateurs et les auditeurs de choisir qui ils veulent financer par cette taxe. C'est simple et radical. Merci. Oui, pour rebondir encore sur ce que disait Claude Cholet, ça ressemble un peu au financement des églises en Allemagne, où les gens choisissent de s'affilier ou non à une église, et s'ils le font, ils payent une petite taxe pour cette église. Je souhaitais compléter le propos de notre collègue hongrois, Ferenc Almasi, parce que je suis moi-même chroniqueur à la télévision hongroise. Depuis quelques mois, je vais toutes les semaines dans une télévision qui est proche du gouvernement, une télévision privée, une émission consacrée à la guerre en Ukraine où on ne commente pas uniquement les batailles sur le front, mais également tout ce qu'il y a en arrière-plan sur les questions géopolitiques, économiques, etc. Et très récemment, le bien nommé ambassadeur américain à Budapest, M. Pressman, l'homme de la pression, a annoncé quelques sanctions contre le gouvernement de Budapest, ce qui est assez inédit entre deux pays membres de la même alliance militaire qu'est l'OTAN. Et parmi les raisons, alors on reproche à la Hongrie de continuer d'acheter des hydrocarbures, des matières premières russes, etc. Il y a toute une série de raisons qui est énoncée, mais il y en a une qui concerne le sujet de notre conférence d'aujourd'hui, ce sont les médias. Et l'un des reproches qu'a effectué M. Pressman, c'est que la presse hongroise relayerait, je cite, la propagande russe. Et en fait, simplement, il se trouve, pour être moi-même chroniqueur dans cette presse, il y a en réalité toutes sortes d'opinions qui peuvent s'exprimer de façon extrêmement libre et diverse sur le conflit ukrainien qui est voisin de la Hongrie. Y compris au sein du même camp. C'est-à-dire que même parmi les médias pro-Orban, il y a des gens qui ont des opinions différentes quand même et qui l'expriment. Même s'il y a une tendance générale, évidemment. Mais disons que comme beaucoup de choses qui sont susceptibles d'influencer le monde occidental, donc Europe inclus, viennent d'outre-Atlantique, je pense qu'il faut garder ce petit élément en tête, c'est-à-dire que nos alliés américains, dont M. Fillon disait que c'était les seuls à faire de l'ingérence en France il y a encore quelques jours à l'Assemblée nationale, je le laisse responsable de ses propos, ne tolèrent pas qu'on puisse éventuellement commenter de ce conflit d'une façon différente qui ne serait pas sur la stricte ligne atlantiste où il y aurait un méchant et un gentil, alors que
Ah bon, c'est pas le sujet, simplement, c'est intéressant de constater que les Américains, aujourd'hui, justifient des sanctions qu'ils peuvent prendre, y compris contre les pays qui sont censés faire partie de leurs alliés, sous prétexte du contenu diffusé dans la presse de ces pays alliés. Et je pense que ça doit faire partie de nos réflexions et des réflexions de nos élus, quels qu'ils soient, dans l'appréhension des règlements en cours et à venir pris par notre très chère Union européenne. Je vous remercie.